peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Diagnostiqué HP, un chemin en fait dans ma tête qui était tout tracé. Et qu'il a gagné 350 000 € en 3 mois. Moi, à fond dedans, je paye la formation évidemment. Après, je rencontre une influenceuse qui gagne sa vie sur les réseaux sociaux. Comme si j'avais découvert un monde parallèle en fait. En tant qu'entrepreneur, on est fort amené à être un peu solitaire finalement. C'est moins stressant d'être un employé. L'entrepreneuriat, c'est que des essais à erreur. C'est des essais. Ça coûte un bras. Ça coûte un bras d'engager en Belgique. Bon, il faut bien un commencement à tout, donc let's go. Je ne sais pas trop par où commencer, étant donné que c'est ma première vidéo YouTube format long, que je déclinerai en plusieurs vidéos courtes et que je mettrai sur mes réseaux sociaux. Je suis un peu essoufflée, j'avoue. Donc salut, moi c'est Maëva et si tu ne me connais pas, je vais te dire déjà ce que cette chaîne n'est pas. Ce ne sera pas une chaîne de motivation qui te dira d'entreprendre et de faire tout ce que tu veux et que tout va te réussir. Je ne vais pas non plus être une personne qui va t'expliquer comment elle a réussi et qui vit à Dubaï et qui gagne 1 million d'euros. Non, pas du tout. C'est pas l'objectif. Ici, l'objectif, c'est vraiment de vous expliquer et de vous prendre avec moi, vous expliquer ce que je vis actuellement en tant que femme entrepreneuse et employée encore à 4/5e. Je vous emmènerai aussi sur la suite de l'histoire. Donc sur papier d'abord, parce qu'on commence toujours par là. Moi j'ai fait donc un bachelier en chimie de l'environnement en 3 ans ici en Belgique. Ensuite, j'ai réalisé un master d'1 an en cours du soir à HEC Liège. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo que je viens de te mettre au-dessus. J'explique brièvement pourquoi j'ai mis 3 ans à rendre mon mémoire. Comme ça te mettra un peu en contexte. Donc, je t'explique parce qu'en même temps, je travaillais au Luxembourg en tant que chimiste dans un laboratoire, comme un rat de laboratoire finalement, pendant 6 mois et je viens de le terminer. En parallèle de tout ça, je travaille toujours en tant que conseillère en environnement chez ID Luxo, donc c'est l'intercommunal de la province du Luxembourg. En gros, on accompagne les communes, on conseille et on sensibilise les particuliers à leur bonne gestion des eaux usées, pluviales, potables. Et en parallèle, j'ai cofondé Glow It Agency avec Marine, ma compagne, qui est influenceuse depuis bientôt 9 ans sur les réseaux sociaux. C'est une agence de création digitale, de création de contenu et de stratégie digitale. Et en solo, donc parce qu'on n'en a jamais assez, je construis un projet solo. En fait, j'essaye de construire un projet solo et de savoir ce qui m'anime réellement moi, en tant que Maëva. Que c'est pas facile de trouver sa place, je vais dire, quand on entreprend avec sa compagne, qu'on a un boulot, enfin, la vie quoi. Donc ici, je vais vous parler d'entrepreneuriat féminin, bien évidemment, parce que je suis une femme. Oh no! Et un peu de tout ce qui est mindset aussi, voyage, réflexion sur soi aussi, de ce que je vis actuellement en fait. Et non, les femmes en 2026 ne sont pas derrière leur cuisine, forcément. On entreprend, on vit notre vie, évidemment, il y a les tâches quotidiennes, etc. Mais effectivement, on a aussi des envies, on construit des choses. Et donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas déjà à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Parce que ce ne sera pas ma dernière, j'espère. Je verrai bien si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, voici ce que le papier ne dit pas. Je suis aussi une personne HP, donc ça veut dire que je suis 90% du temps dans ma tête, donc en train de réfléchir à des projets, à des choses, à moi, à ce qui pourrait aller mieux, à ce que je pourrais améliorer. En fait, un peu le syndrome du parfait. J'aime bien analyser tout, voir les connexions entre les choses, les différentes choses. Donc, en gros, je génère beaucoup d'idées. Parfois, c'est peut-être difficile à me suivre. D'ailleurs, vous allez voir, parce que j'adore débattre, j'adore aller plus loin, je déteste parler en surface des choses. J'aimerais vraiment aller en profondeur, parler des choses en profondeur, que ce soit le plus intéressant possible et le plus détaillé. Donc, j'adore les débats, j'adore poser un sujet et puis débattre autour, dire le ressenti et la vision des autres aussi. Je pense que c'est une qualité de savoir se remettre en question, de savoir discuter de tout, s'intéresser à tout aussi. Et en plus, on est dans une société qui va vite, donc c'est aussi très énergivore et stressant peut-être de suivre aussi l'actualité. Moi, j'adore vulgariser, j'avais commencé à un moment donné à faire des vidéos de vulgarisation sur divers sujets comme qu'est-ce que c'est l'OTAN, qu'est-ce que le réchauffement climatique, etc. J'ai aussi cette casquette quand même environnement qui me tient à cœur. Je vais pas dire que je suis une écolo avec mes pancartes, mais la nature, les animaux, tout ça me touche. Je pense qu'il faut le prendre en compte malgré le fait que effectivement je suis aussi une entrepreneuse, donc je ne suis pas non plus l'écolo qui va vous dire entreprendre, les entreprises c'est tous de leur faute. Non, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie de la part de toute manière des gouvernements
gouvernement, etc. Quant à la question du réchauffement climatique, ici on va pas débattre sur ça maintenant, mais pourquoi pas vous faire une vidéo dessus. Je pourrais aborder ce sujet, moi ça m'intéresse. Mais voilà, j'ai ma casquette entrepreneuse et conseillère en environnement. Je ne veux pas forcément vous imposer mes idées ou quoi que ce soit parce que moi je suis ouverte, comme je vous dis, à la discussion, au débat et c'est ça qui est intéressant. Je suis une personne qui est animée plutôt par la stratégie, tout ce qui est connexion, stratégie, réflexion aussi. J'aime bien vulgariser, trouver les choses qui ne vont pas, les résoudre par des solutions. C'est principalement ce qu'on fait donc chez Glowit Agency. C'est qu'on bâtit sous forme de stratégie digitale un accompagnement en fait vers les entrepreneuses qui souhaitent en fait se mettre sur les réseaux sociaux et correctement faire les choses de base et pas poster et perdre du temps, parfois de l'argent, ne pas aussi se décourager. Donc, comme je vous le dis, moi je suis animée par tout ce qui est stratégie et vraiment voir comment les pièces s'assemblent, les connexions qui se font entre une action et une autre pour voir en fait comment au mieux les interpréter et tirer parti des résultats et des actions qui sont à entreprendre pour améliorer ces résultats-là. J'aime vraiment bien optimiser les choses, me dire ok, là il y a ce problème-là, il y a un problème A, on va trouver une solution B pour le résoudre en fait. Ça, j'adore. Je suis aussi motivée par comprendre les gens, tout l'aspect social et plutôt relation client. Moi j'adore que ce soit vendre, parler des problématiques, essayer de trouver des solutions comme je vous ai dit. J'adore discuter, vraiment, c'est vraiment ça. C'est pour ça d'ailleurs que je souhaite me lancer sur YouTube, que je trouve ça plus intéressant comme réseau social, si je peux dire ça comme ça, étant donné que les formats peuvent être plus longs. Parce que je trouve que dans des réels sur Instagram, Facebook ou quoi que ce soit, TikTok, on peut pas vraiment aborder des sujets qui sont relativement poussés ou quoi que ce soit sans déborder sur les 3 minutes qui sont recommandées. Je suis aussi très animée par la liberté. J'aime ne dépendre de personne pour prendre des décisions. Donc ça, c'est vraiment, je vais dire, mes moteurs, ce qui m'anime vraiment. Les défauts, évidemment, il faut qu'on en ait. Donc moi, je suis très perfectionniste. Je suis trop exigeante que ce soit avec les autres ou avec moi-même. D'ailleurs, ça fait partie de mes objectifs 2026, c'est d'être un peu indulgente envers les gens ou envers moi-même surtout. C'est-à-dire que j'aimerais bien que les gens ou moi, je sois, voilà, comme je l'imagine, parfaite, réussir dans tout, etc. Je me rends compte de plus en plus en travaillant sur moi que ce n'est pas forcément possible. Il faut passer par des étapes de vie, des étapes, un chemin. En fait, la vie, pour moi, c'est un chemin où il y a des steps. Il faut qu'on vive certaines choses pour pouvoir en tirer des leçons, s'améliorer en tant que personne, je pense. Pareil pour les autres. Beaucoup d'attentes, que ce soit de mes amitiés, de ma famille ou quoi que ce soit. Et j'ai compris qu'avoir trop d'attentes, déjà, c'est de se mettre la pression. Je ne serai jamais, en fait, si vous voulez, comblée par les réponses ou par ce qu'on m'apporte. Je souhaite être plus indulgente cette année-ci. Enfin, commencer. Laisser les gens être ce qu'ils sont et me laisser être ce que je suis aussi. Ce côté un peu perfectionniste. Au niveau de l'entrepreneuriat, ça a été un réel problème parce que finalement, en fait, ça te bloque. Quand tu veux lancer un service ou quoi que ce soit un produit, le fait d'être perfectionniste, ça va te bloquer. Tu vas en fait vouloir faire 1000 trucs, mais une fois que tu vas atteindre le plafond où il faut passer un step, en fait, tu vas changer complètement de voie. C'est un de mes gros problèmes dans la vie quotidienne ou la vie d'entrepreneuse. Ça, c'est vraiment un réel souci que j'essaye d'améliorer. Donc, j'essaye aussi de m'améliorer par rapport à ça. Maintenant, je suis plus partisan du coup du fait d'essayer de grimper, d'arriver à un stade où après, tu dois aller plus loin et en fait, ça, on le sent naturellement, ce step, en fait. On le sent que ça y est, si on fait encore une action, on casse le plafond. Ou sinon, on fait une action qui est d'envoyer tout ça bouler un peu. Donc, de jeter ce qu'on a fait, on le jette et on recommence autre chose. Ça, c'est le fait d'être perfectionniste parce qu'à un moment donné, ça peut être ennuyant, je vais dire, de devoir casser ce plafond de verre et d'aller chercher les prochaines étapes pour pouvoir avancer. Je suis aussi du coup extrêmement mauvaise pour célébrer par exemple une réussite. J'ai du mal, en fait, je vois déjà toujours les étapes d'après. Donc oui, ok, on a fait ça, ok, c'est validé. Je vois déjà l'étape suivante sans me dire, ok, là on fête, on boit un verre pour fêter ça, on va manger un bon resto ou quoi. Donc ça aussi, ça peut être négatif dans la vie d'entrepreneuse, même dans la vie quotidienne, étant donné qu'en fait, je ne fête jamais les petites victoires. C'est toujours plus en fait. Et ça, j'essaye aussi de prendre un peu du temps aussi pour me dire, ok Maë, enfin, t'as 27 ans, calme-toi, le temps est déjà là, t'as déjà mis tout ça en place. Ok, c'est des étapes qui ont déjà été réalisées. Mais en fait, c'est vrai qu'avec tout ce qui est contenu sur Internet et tout, où les entrepreneurs vous montrent souvent les faces positives, en fait, de l'entrepreneuriat, du coup, gagner de l'argent, être libre, digital nomade, et c'est ça. Qu'en fait, quand vous entreprenez en vrai, quand on entreprend et qu'on commence à entreprendre, en fait, il y a plein de petits trucs qu'il faut débunker avant d'arriver à un stade comme ça. Et ça, on vous le montre souvent pas. On ne vous montre pas tous les échecs tout le temps
temps que ça prend, tout le travail qu'il faut fournir, on vous dit il faut que je délègue ces tâches-là, moi je ferai celle-là, je me concentre sur ça parce que c'est ma zone de génie. Oui, on est bien d'accord à un moment donné, mais au début, effectivement, un entrepreneur, il commence, il doit faire la compta, il doit faire le service après-vente, il doit faire les ventes, les offres, les services, tout. En fait, tout. La communication digitale, etc. C'est pesant, c'est fatigant, c'est dur. Moi, je vais pas vous cacher que ça fait 2 ans qu'on a fondé Lloyd Agency avec Marine. En 2 ans, je pense qu'on s'est remis 15 fois ou 20 fois en question. Nos services, nos offres, enfin tout. Nous aussi, on s'est remis en question. Notre couple, ça aussi, on va en parler par la suite parce que c'est pas facile d'entreprendre en couple. Déjà avec un associé, mais alors quand c'est avec la personne avec qui on partage sa vie, je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Je trouve que c'est hyper important quand on commence, en tous les cas, d'avoir conscience de plusieurs petites choses. J'aurais voulu qu'on me le dise, moi, quand j'ai commencé. Il y a tellement de choses à savoir, à prévoir, que ça fait beaucoup. Mais bon, moi, un de mes gros moteurs, c'est quand même la liberté. Je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai fait. Après, je ne dis pas que mon histoire où moi j'ai fait tout parfaitement, d'ailleurs loin de là, parce que je vous dirai mes échecs, ce que j'ai réussi, ce qu'on a moins réussi, où on en est aussi, parce que c'est important pour moi d'être transparente et pas de vous vendre du rêve en fait. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens de faire ça. Par contre, faut fêter les petites victoires comme je vous le disais, mais faut pas non plus montrer que ça. Parce que justement, sur les réseaux sociaux, on montre que ça tout le temps. Et en fait, on en a marre. On en a marre de voir vos vies à Dubaï qui gagnent 1 million d'euros par an. Il y a la vérité, la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Et encore, on n'a pas d'enfants, moi et Marine, donc je vais dire qu'on a encore le temps. Des femmes mompreneurs qui ont un enfant, un emploi, un mari à s'occuper, une maison, le ménage, enfin vous voyez un peu le bordel que ça peut être. On va aborder tout ça, d'ailleurs les mompreneurs, n'hésitez pas à commenter, ça m'intéresse aussi de prendre votre avis, de voir ce que vous vivez au quotidien. Par la suite, cette chaîne, j'aimerais aussi l'orienter vers peut-être comme un podcast, où j'invite des femmes vraiment qui sont, moi qui m'inspirent, j'en ai déjà plusieurs, j'ai déjà ma petite liste. Et j'aimerais bien interroger un peu ces femmes-là qui entreprennent, voir où elles en sont, comment elles ont fait, c'est quoi leur histoire, parce que je reste aussi persuadée que pour lancer un business, d'ailleurs je suis en train de le voir maintenant, il faut que ça nous anime. En tout cas, moi je sens que je peux pas. Je me suis formée aussi dans tout ce qui était dropshipping et tout ça. En gros, dropshipping, c'est trouver des fournisseurs en Chine, faire le site, le marketing, les revendre 4 fois plus cher aux gens. Je n'ai jamais été au bout des choses parce que, tout simplement, ça ne respecte pas mes valeurs environnementales déjà de 1. Donc ça, c'est une grosse problématique pour moi parce que ça fait pas partie de mes valeurs, en fait, tout simplement. C'est parce que j'aime, dans le fond, faire ça. En fait, aussi, le problème, c'est que c'est pas si facile que ça. Parce qu'on vous vend ça comme étant la solution à ne rien faire, travailler de partout, sans trop travailler, que tout est en automatique. Oui. Mais après combien de temps on sait mettre en place les automatisations qui vont faire que vous gagnez de l'argent sans rien faire? Parce que ça, on vous parle pas souvent aussi du temps qu'il faut pour mettre ces choses-là en place. Nous, en 2 ans, on n'a pas automatisé grand-chose, je vous le dis. Donc voilà, je reste persuadée qu'il faut, pour lancer un business, que les valeurs du business soient alignées avec les nôtres dans notre profond intérieur. Parce que, tout simplement, j'ai l'impression, par retour d'expérience, en fait, en regardant Marine, en regardant les entrepreneuses qu'on a accompagnées aussi, en me regardant moi, c'est hyper important de se comprendre déjà, de se comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on aime, en quoi on est doué, et puis qu'est-ce qui fait qu'on crée cette offre-là, pas une autre, comment on la vend, est-ce qu'il y a un public cible qui va acheter notre offre, enfin ou nos produits. Tout ça, c'est un peu l'ikigai, si vous connaissez, donc c'est le fait de trouver l'offre entre ce que vous aimez, en ce quoi vous êtes doué, ce que les gens veulent et ce qui peut être vendu, en gros, en résumé. Et donc pour moi, c'est hyper important de trouver déjà se connaître soi pour lancer un business qui nous correspond, vous voyez, parce que plus on va avoir un business qui nous correspond, pour moi, plus on va savoir le véhiculer les idées qu'on veut vendre, c'est plus puissant que vendre un produit chinois. C'est bien, je dis pas que ce business model est problématique en soi, bon, après, au niveau environnemental, on en reparlera, mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut vendre tout et n'importe quoi. Pour moi, c'était pas aligné avec ma vision et mes valeurs. C'est pour ça que j'ai jamais été au bout des choses. Et puis, dans cette intro qui est déjà très longue, je me suis sentie aussi toujours un peu différente. Donc, comme je t'ai dit, moi, je suis HP, au potentiel. Je me suis jamais sentie supérieure, loin de là. Même parfois, à l'école, je me sentais nulle par rapport aux autres. Mais je me suis toujours sentie différente. Je pense différemment, en fait, de la plupart des personnes que je côtoie et que j'ai côtoyées jusqu'à maintenant. Que ce soit dans la façon de penser, dans l'intensité des ressentis que j'ai, que ce soit des personnes ou de certaines situations, d'un environnement à proprement parler. C'est vraiment l'intensité avec laquelle je vis les choses qui est différente. J'ai mis évidemment beaucoup de temps à savoir et à comprendre pourquoi, parce que je l'ai juste compris l'année dernière, donc à 26 ans. Il m'a fallu du temps, bien sûr. Ça aurait été trop facile. Et le jour où j'ai compris
pourquoi j'étais comme ça. Donc quand je me suis fait diagnostiquer HP, en fait ça a été un peu comme une libération pour moi. J'ai enfin compris, mis un mot de pourquoi je suis comme ça, pourquoi je ressens les choses comme ça, les gens, les événements, etc. Ça m'a vraiment mis une claque. Ça me permet aussi de moi mieux me connaître et justement savoir vers quoi il faut que je tende ou pas. Je vais vous expliquer aussi la manière dont je fonctionne. Donc voilà. Pour l'instant, on va juste retenir que je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui ressent beaucoup et qui construit beaucoup de choses, sans parfois les finir. C'est ça aussi le problème. Mais qui a décidé enfin de se lancer sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement apporter des réponses à ce que je peux et au sujet que je vais aborder à des gens que ça intéresserait. On peut commencer. Au début, je vais vous parler en fait des déclics que j'ai eus qui ont tout changé. Parce qu'en fait, il y a quelques années, pour moi, ma route était toute tracée. J'avais fait un bachelier en chimie de l'environnement. J'ai fait un petit master d'1 an en management de l'environnement. Donc pour moi, c'était je trouve une place, que ce soit chimiste ou quoi que ce soit. J'évolue, j'essaye d'évoluer dans la boîte et j'avais un chemin en fait dans ma tête qui était tout tracé. Seulement, un jour, j'ai vu une vidéo d'un copain, enfin un pote de l'époque avec qui je faisais du vélo, du BMX dans les bois. Oui. Je ne fais pas des choses de fille, je n'ai jamais joué au Barbie. Pourquoi j'ai commencé à vouloir me former dans le dropshipping? Parce qu'en fait, mon pote de l'époque, j'ai vu une vidéo de lui où il était interrogé par quelqu'un qui était déjà entrepreneur depuis ses 19 ans. Et donc moi j'étais encore à l'école, je faisais mon bachelier en chimie et tout ça. Et en fait je vois quoi ce mec, il a gagné 350 000 € en 3 mois. Et moi dans ma tête, enfin je sais pas, il y a un truc qui se passe, je comprends pas, je me dis que ok, comment est-ce qu'on gagne cette somme-là en fait en 3 mois? En tant que chimiste ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment le salaire que tu gagnes même en 10 ans, je vais dire. Enfin si peut-être en 10 ans, mais pas en un an quoi. Et là, en 3 mois, en fait, il fait 350K de chiffre d'affaires. Donc oui, il lui reste pas 350 000, mais bref, c'est énorme, vous voyez, quoi. À 19 ans, j'ai un truc qui fait what the fuck, quoi. Et donc, suite à ça, je me renseigne et tout ça, et en fait, c'était grâce au business model du dropshipping. Donc je me renseigne, moi je savais pas ce que c'était et tout. Moi j'ai toujours été dans les sciences, dans la nature... olé olé, enfin vous voyez. Donc je me renseigne, le dropshipping, ok, c'est acheter des produits sur, à ce moment-là, AliExpress. Déjà pour moi, AliExpress, c'était... Donc jamais acheté là-dessus personnellement. Et en fait le but c'était en gros de trouver un fournisseur qui vous fait une marque blanche et tout ça, enfin bref. Vous faites le site, le marketing, vous lancez vos Facebook ads, en fait vos pubs payantes. Et puis hop, les gens achètent vos produits qui sont en gros vous faites l'intermédiaire quoi. Et là vous gagnez une sacrée marge par rapport à ça, par rapport aux produits que vous vendez. Et souvent de x3 voire x4, 5. Donc je me dis waouh, c'est un cheat code quoi. Je regarde, je me renseigne et ce gars-là justement l'entrepreneur en question vendait une formation. Donc moi à fond dedans, je paye la formation, évidemment. 5000 balles. Donc je me dis, je suis motivée quand même. Vous voyez, je dépense quand même. Donc j'étais quand même à fond dans ce truc en mode, allez, il y a autre chose à faire, quoi. Puis là, je switch. Vraiment, j'ai le cerveau qui switch. J'ai décidé de me former. Je lance mon petit Shopify et ci et ça. Et puis, à un moment donné, j'avais un site prêt et tout. D'ailleurs, c'était pour vendre des paniers de chiens pour le transport des animaux dans les voitures. Donc je me dis, putain, hyper pratique. Il y a plein de gens qui vont vouloir ça et tout. Je fais mon site, ma marque et ci et ça. Je suis les étapes. Jusque-là, tout va bien. Puis à un moment donné, au moment de vendre le truc, je me dis, c'est quand même pas dans ma vision ni mes valeurs, parce que en fait, aller chercher, faire livrer des produits de Chine qui sont fabriqués dans des usines en Chine, même si beaucoup de choses sont fabriquées là-bas, que j'achète au quotidien, mais enfin, je me remets un peu en question et puis je me dis, oui, mais tes valeurs environnementales. Donc du coup, voilà, ça m'a freiné, évidemment, je vais pas vous le faire en 15 minutes, mais du coup, je ne me suis pas lancée dans le dropshipping. Et plus ou moins à ce moment-là, j'ai rencontré Marine, qui est ma compagne actuellement, donc ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Elle est influenceuse. Donc déjà, je vois le dropshipping, tu gagnes 350 000 balles en 3 mois. Faut que ça marche, faut trouver un produit gagnant, winner, nanana. Puis après, je rencontre une influenceuse qui gagne sa vie sur les réseaux sociaux. Il y a 5 ans, moi j'étais qui allait pêcher, nature, promenade, randonnée, loin de tout ça quoi, un peu mystérieuse. Elle génère un salaire en postant du contenu vidé, enfin là c'était encore photo beaucoup, les réels je veux dire commençaient mais c'était pas non plus comme maintenant. Deuxième déclic quoi. En gros, je me dis, oh, qu'est-ce que je suis en train de foutre, moi, dans mes études, en fait? Enfin, ça sert à quoi de faire des études? Je ne fais pas partie de ces gens qui vont dire que faire des études ne sert à rien. Loin de là, je pense qu'une bonne éducation, c'est quand même une porte d'entrée vers plus de choses, d'opportunités, je vais dire. Après, il faut bien choisir ses études, parce que je fais aussi partie de ces gens qui pensent que l'école, maintenant, t'apprend des choses qui ne serviront pas, potentiellement, dans certains domaines d'études, parce qu'en fait, vont être remplacées par l'IA ou je sais pas quoi. Choisissez bien vos études, mais elles ne vous serviront pas à rien, en tous les cas. Moi,
Moi, je suis partisane de ça. Puis je pense que faire des études aussi, ça c'est un autre sujet sur lequel j'adore débattre aussi. Je pense que faire des études aussi, ça t'apprend une régularité, donne l'opportunité aussi de prendre en maturité parce que tu passes souvent 3 à 5 ans dans tes études. Donc tu vis des choses aussi, tu fais ta jeunesse, tu vis des choses, qu'il faut vivre quand on est jeune. Je ne vous ferai pas de dessin sur tout ce qu'on a vécu. En tous les cas, je pense que c'est important de passer par là. Que ce soit pour se découvrir en tant que personne, vivre ses expériences, aussi apprendre à être régulier, apprendre quand même à passer à l'action en fait. Et donc, pour en revenir à Marine qui gagnait des salaires, pas astronomiques il y a 5 ans, mais en tout cas qui gagnait de l'argent via les réseaux sociaux, pour moi, les créateurs de contenu, c'était les gens qui étaient dans la télé-réalité, enfin, des teubés quoi, qui sont passés pour des glands tout au long de leur vie. Ces deux moments vraiment sont arrivés presque simultanément et en fait ça a vraiment changé ma manière de voir les choses. En fait c'est vraiment comme si j'avais découvert un monde parallèle en fait au mien parce que moi j'avais ma vision et puis il y avait ce monde à côté parallèle dans lequel certaines personnes étaient que ce cheat code en fait. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était entrepreneuriat, business, digital, contenu, commerce. Donc ça j'y reviendrai, je vous expliquerai parce que j'ai commencé à consommer du contenu sur YouTube, sur les réseaux sociaux qui parlent de business, de mindset, vraiment de s'améliorer sa personne et ensuite de chercher ce qu'on peut vendre en fait parce que du business c'est ça, c'est vendre quelque chose à quelqu'un. On a maturé toutes ces idées, moi et Marine, moi je voulais vraiment qu'on crée un projet commun et c'est comme ça qu'on a lancé Glow It Agency. Vous parlez finalement du statut de Glow It Agency qu'on a décidé de prendre pour se lancer. Donc maintenant ça fait 2 ans qu'on a lancé Glow It. La première idée c'était en fait d'accompagner les entrepreneuses. Le public cible c'est des femmes, plus les femmes qui répondent à nos publications etc. Donc on a choisi de créer Glow It Agency. Donc, le but, c'était vraiment d'accompagner les entrepreneuses à fonder une image de marque, réseaux sociaux et en physique qui leur correspondent. Parce qu'à cette époque-là, j'ai un beau-père qui lançait une pizzeria et on l'a accompagné vraiment dans Marine qui est architecte d'intérieur, le design vraiment de son espace pro. Et on l'a aussi accompagné dans tout ce qui était flyer, donc tout ce qui est communication physique, flyer, carte de visite, menu et tout ça. Et ensuite, on l'a aussi accompagné dans tout ce qui était lancement de sa com digitale. Donc, on faisait des réels, du contenu, les suggestions, par exemple, toutes les semaines, etc. Et en fait, on s'est dit, OK, on vient de proposer des idées d'architecture d'intérieur sur base d'une identité visuelle globale. Et on a lancé les réseaux sociaux sur base de l'identité visuelle qu'on vient de créer. On aime bien faire des univers qui sont vraiment cohérents. Donc on s'est dit, mais si on a fait ça pour quelqu'un, pourquoi on le ferait pas pour d'autres personnes? Et en fait, c'est comme ça que l'idée de lancer Glow It est arrivée. Donc avant, qui s'appelait Glow It Design, qui est passé à Glow It Agency. Force est de constater que architecte d'intérieur, c'était déjà un métier énorme à faire. J'ai voulu aller suivre une copine qui est architecte d'intérieur dans le Brabant wallon, Gaëlle. On a été la suivre une journée, les chantiers, on a un peu vu que ça fonctionnait en fait, de faire des travaux par différents corps de métier, de suivre tout ça. Et on s'est vite rendu compte que c'était un boulot à proprement parler, sachant que la première année, moi j'étais toujours à temps complet en fait dans mon boulot, donc c'était compliqué aussi au niveau timing, enfin on n'a pas arrêté. C'est pour ça que quand je vous dis qu'on vous montre digital nomade, on fait rien, semaine de 4 heures et tout ça, oui, mais pas tout de suite. Et donc du coup, en fait, on a très vite abandonné l'idée de vouloir créer une identité visuelle et designer l'intérieur pro des gens, parce qu'on s'est dit ok, c'est un métier à part entière quoi. Et si vous voulez, là on a resserré nos services sur ce qu'on proposait et on s'est concentré sur la création d'identité visuelle, donc logo, charte graphique, univers graphique à proprement parler, et la communication digitale dans laquelle Marine était bonne et a toujours beaucoup d'expérience. Je suis venue me greffer à ça en fait si vous voulez, parce que moi dans quoi je suis forte c'est vraiment la structuration, l'organisation, la vente, création d'offres. En fait c'est vraiment dans tout ce qui habille un business. Marine avait, elle, par contre, l'expérience dans tout ce qui était com digital et réseaux sociaux. Pour en venir maintenant aux services qu'on propose. On fait des formations digitales, donc pour apprendre aux entrepreneuses à créer du contenu, établir leur stratégie digitale, créer du contenu avec Canva, pour Instagram, pour leurs réseaux sociaux en globalité. Et en fait, on a bien dû choisir un statut, s'enregistrer en tant qu'indépendante en Belgique, en Wallonie plus précisément. Donc est venu le moment de choisir un statut pour s'établir en tant qu'indépendant en Belgique. Donc Marine avait déjà sa société pour Curvy Blue Marine, donc influence, publicité sur les réseaux sociaux. Nous, on a décidé de fonder une SASPJ, donc c'est une société ou association sans personnalité juridique. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? C'est souvent une association d'indépendants. Donc moi, j'ai dû ouvrir
un numéro d'indépendant, Marine aussi, enfin Marine avait le sien, créé comme une troisième personne physique, donc sans capital, sans notaire, sans rien du tout. Donc c'est assez simple comme structure. On a établi, la société, ce sera donc 50% des revenus du chiffre d'affaires pour Marine et 50% du chiffre d'affaires pour moi. On passe par un guichet d'entreprise agréée, donc nous on a décidé de travailler avec UCM. On s'est inscrit du coup à la BCE, la Banque Carrefour des entreprises, et on a dû s'affilier à une caisse d'assurance sociale pour payer ses cotisations sociales. J'ai aussi fait 2 vidéos sur le sujet, donc l'impôt des personnes physiques comme nous, que je vous mettrai aussi soit en barre d'infos, soit au-dessus ici. Et on a pu démarrer dans la semaine. On s'est dit, ok, nous on commence au 1er juillet 2024 pour commencer un trimestre et ne pas devoir déjà tenir une comptabilité pour un trimestre entamé, je vais dire, en plein milieu, au niveau de pratique pour que ce soit plus facile en termes de comptabilité. Nous, l'idée de ce statut, c'était vraiment de commencer assez vite et le plus simplement possible sans devoir trop risquer et devoir réunir trop d'argent étant donné que de base on partait avec rien. Mais du coup, un point noir qui est quand même à prendre en compte par rapport à ce genre de... En Belgique, vous avez aussi la structure de référence pour les entrepreneurs individuels ou les PME, les petites et moyennes entreprises, qui est la SRL, comme je vous disais, donc la société à responsabilité limitée. Donc ça, c'est l'ancienne SPRL qui a disparu en 2019. Ce qui change fondamentalement par rapport au type de statut que nous on a pour Gloit, c'est que la responsabilité, comme le titre le dit, c'est une société à responsabilité limitée. Donc, limitée à ce que tu as apporté de base comme capitaux dans l'entreprise. S'il y a des dettes ou des problèmes, les créanciers ne peuvent pas venir chez toi te chercher tes meubles, par exemple, ou vendre ta maison, ce qui est pratique parfois. Ça se limite vraiment à ce qui a été entré comme capitaux dans l'entreprise s'il faut vendre des choses pour rembourser des personnes ou des entreprises. Ça peut avoir ses avantages, évidemment, et ses inconvénients, évidemment aussi. Mais depuis 2019, il faut savoir que pour créer une SRL, il ne faut pas forcément de capitaux énormes dans l'entreprise. Par contre, il faut quand même passer devant un notaire et la constitution d'une entreprise telle qu'une SRL peut coûter, de frais de notaire, etc., environ 5 000 €. Nous, c'est ce qu'on voulait éviter. Ça a très bien fonctionné comme ça. Mais ça, ton comptable et ton notaire t'aideront. Il y a aussi la SA, donc ça, c'est une société anonyme. Ça, c'est surtout pour les projets qui ont besoin de lever des fonds et des capitaux importants et d'accueillir des investisseurs. Le capital minimum pour fonder une SA est de 61 500 €. Donc, on n'avait pas tout ça, nous, à mettre dedans. Pour la grande majorité des entreprises qui commencent, si c'est pas en personne physique, en tous les cas, c'est avec un statut de SRL, souvent. Je vais vous parler d'entreprendre en duo et surtout en couple. C'est pas quelque chose qui est tous les jours facile parce que, en plus de gérer les problèmes personnels, je vais dire, sur le plan déjà d'un couple, vous gérez aussi les problèmes d'une entreprise. Autant dire que vous passez beaucoup de temps ensemble et qu'il faut savoir se supporter, que ce soit ses défauts ou ses qualités, évidemment. Donc ça, c'est un passage très intéressant aussi parce que finalement, nous, on a entrepris, étant donné qu'on avait des profils très complémentaires. Donc moi, je vous ai dit, c'est plutôt la structure, la stratégie, les chiffres, etc. Marine, c'est vraiment tout ce côté créatif. Et puis, experte en réseaux sociaux, depuis 9 ans, t'as dit, bonne idée d'entreprendre et d'avoir un projet commun. Il y a des couples qui font un enfant, par exemple, ou alors qui achètent ensemble. Nous, on a fondé une société qui était un peu notre bébé, un peu comme un mariage professionnel, comme l'achat d'une maison. Il y a des inconvénients et des avantages. Ça, c'était aussi quelque chose de compliqué. Après, je vais pas vous dire que c'était facile et que c'est pas facile tous les jours. Il y a des jours avec et des jours sans. Quand vous êtes en couple et que par exemple quelqu'un, j'en sais rien, l'autre a la flemme et veut pas travailler, l'autre va un peu être saoulé. En fait, ça peut vraiment amener à des gros conflits, que ce soit au sein du couple ou même au sein du duo en tel quel, pas obligé d'être en couple, mais voilà. C'est vraiment là qu'on voit l'importance de la communication. Il a fallu énormément et qu'on communique toujours. D'ailleurs, c'est positif de communiquer, je le conseille à tout le monde. Mais en fait, le fait déjà d'être en couple et en plus d'entreprendre en couple, en fait, ça vous fait réveiller vos peurs, vos soucis intérieurs, je vais dire. C'est comme si l'autre était le miroir de vous que vous ne voulez pas montrer. Je sais pas si vous avez très bien compris, mais bref. Ce que j'essaie de dire, c'est que tous nos inconvénients, en fait, toutes nos peurs, etc., sont vraiment attisés par ça. Déjà, le fait d'entreprendre, mais en plus d'entreprendre en couple. C'est pas facile, vous prenez un peu une claque gueule, faut pas avoir peur de le dire. C'est hyper positif aussi d'entreprendre en couple parce que vous apprenez à vous connaître vous, déjà nous-mêmes, c'est important, et en plus à connaître et à partager des choses que peut-être on n'aurait jamais partagées avec l'autre personne avec qui on est en fait. Donc ça c'est hyper avantageux. En plus on a amené à passer beaucoup de temps ensemble. On n'a pas un jour où on se dit là on s'ennuie ensemble parce qu'il y a toujours quelque chose à dire finalement. Je trouve ça hyper chouette d'un côté, mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc évidemment je vais pas vous
vous dire que tout a fonctionné dès le départ, pas du tout. On a eu beaucoup de disputes, de remises en question, on a fait séparer plein de fois. On a toujours décidé de communiquer, beaucoup communiquer. Et en fait, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis dès le départ nos rôles qui étaient clairs. Enfin, après 2, 3, 4 mois, quand on a vu que ça n'allait pas, de ne pas bien définir les choses, on a même fait une charte entre nous, citant toutes les choses négatives qui pourraient se passer, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que la société ou nous deux, on se déchire pas certaines choses. Sur base de ça, on a défini qu'est-ce que fait Marine dans l'entreprise et moi, qu'est-ce que je devais faire. Comme ça, en fait, tout a bien été défini de base. Ça aide aussi quand il y a une décision à prendre ou des choses à faire. Dire, ok, ça, on a décidé que c'était toi, c'est ta responsabilité, vous voyez. Donc, c'est définir les responsabilités qui a été très important et décisif, je pense. Elle, comme j'ai dit, c'est vraiment la créativité. Moi, c'est plutôt la structuration et l'opérationnel. Dès qu'il y avait une zone un peu, je vais dire, de crise ou quoi que ce soit, on en parlait tout de suite. Je vais vous citer un peu les avantages et les inconvénients qui sont d'entreprendre en couple. Je vais commencer par les inconvénients, comme ça on terminera sur une note positive, c'est important. Le premier inconvénient, c'est que notre frontière vie perso, vie pro, ça n'existe pas. Il n'y a pas. C'est un concept que nous ne connaissons pas. Et c'est le risque numéro 1. Le problème, c'est que si on ne définit pas des règles très claires de base, il n'y a pas d'heure à laquelle on finit le boulot, il n'y a pas d'instant où on ne parle pas de boulot, il n'y a pas d'instant où le boulot ne fait pas partie du perso. C'est dur de mettre vraiment la frontière entre le perso et de la vie de l'entreprise et le fait d'être collègue, en fait. Tout espace est un espace business. C'est hyper compliqué, en plus que Marine, elle, déjà travaille à la maison, ici, là où je me trouve dans notre bureau, qui n'est déjà pas scindé du pro-perso. Donc, du coup, elle a toujours, je vais dire, cette pression d'être toujours, de mélanger entre les deux, tout le temps. J'ai encore cet avantage-là de travailler encore en dehors de la maison, à 4/5e, donc 4 jours sur 7, si vous voulez, je suis en dehors de la maison, au moins 8 heures par jour. Ça me permet aussi de déconnecter vraiment, de dissocier, quoi, si vous voulez, appartement perso et lieu de travail pro. Quand je rentre du boulot, Marine veut sortir et aller dehors, ce qui est normal, hein, mais moi je rentre du boulot, donc j'ai envie de rester chez moi, donc ça c'est aussi quelque chose un peu inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est que les conflits pro deviennent les conflits perso, parce que finalement, il y a que 2 cerveaux, hein, donc que ce soit pro-perso, si on se prend la tête dans le pro, ça vient forcément poser problème dans le perso. Un désaccord sur une décision à prendre, ou sur un client, ou sur un service, quoi que ce soit, peut directement venir envenimer, je vais dire, les choses au niveau perso. Troisième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas vraiment de soupape pour pouvoir s'échapper. Un binôme classique, quand on rentre chez nous, on est dans le perso. Chacun a normalement son travail. Tu discutes bien volontiers de ce qui s'est passé dans ta journée. Nous, le problème, c'est que tout est mélangé. Le business prend vraiment 90% de notre vie. Déjà, c'est ce qui nous motive aussi, hein, donc on va pas se plaindre. C'est aussi un moteur, hein, c'est chouette. Moi, j'adore entreprendre et j'aspire vraiment à devenir indépendante à 100% un jour. Marine, pareil, donc finalement, c'est quelque chose qu'on aime, mais c'est pas facile de jongler avec ça tout le temps et tous les jours. Quatrième inconvénient, les rôles doivent être super clairs de base. Si on sait pas qui fait quoi dans l'entreprise, le rapport de force de qui décide vient aussi dans le business puis revient dans le perso. Celui qui a un peu plus de caractère finit de toute manière par prendre toutes les décisions. Ça, c'est un peu compliqué aussi parce que du coup, l'autre peut se sentir donc écrasé, un peu en mode moi on m'écoute jamais et j'ai pas de décision à prendre. Le dernier inconvénient que j'ai pu voir, la difficulté à se challenger mutuellement parce que finalement, on est un couple de base. Donc pour préserver la paix des ménages, parfois on va éviter peut-être de parler des choses qui fâchent. Or, dans une entreprise où tu as soit un patron, un leader et les employés, ou alors personne avec qui tu cofondes l'entreprise mais qui est pas ton compagnon ou ta compagne, peut-être c'est plus facile de dire les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est un énorme inconvénient aussi parce qu'on ne peut pas tout dire tel qu'on le pense. Sinon, c'est la crise parfois. Et ça, on l'a déjà vécu aussi. Nous allons venir sur les avantages comme une note positive. Le premier avantage que j'ai remarqué, c'est que la confiance de base est déjà là. Dans une relation ou un business, tu peux pas construire quelque chose à deux si tu n'as pas de confiance. On avait déjà une certaine confiance l'une en l'autre. On est déjà censé savoir un peu comment l'autre fonctionne sous pression, quelles sont ses expertises, ses qualités, ses défauts, donc c'est positif. Le deuxième avantage, c'est aussi que la vision est déjà normalement alignée. Ça n'a pas toujours été le cas, notre vision n'est pas toujours alignée, non. Ça fait partie des avantages un peu inconvénients, on va dire. Troisième avantage, c'est la disponibilité totale, donc il n'y a pas vraiment de réunion à planifier, quoique faut quand même tenir un agenda commun pour au moins prévoir des timings, je vais dire, pour se dire là on parle de ça, là on fait ça, là
voilà, on fait ça. C'est hyper important pour de toute manière s'organiser. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre rendez-vous l'une avec l'autre, on s'en parle et on planifie temps nécessaire. Les réunions peuvent se faire aussi dans le perso. On se rend quelque part en voiture, ben voilà, on peut discuter de ce qu'il faut. C'est un des inconvénients, du coup, c'est de mélanger les deux, mais ça peut aussi être un avantage étant donné qu'on peut se dire les choses. Quatrième avantage, le soutien émotionnel intégré. Ça veut dire que quand ça va mal dans la boîte, on n'a pas forcément besoin du coup d'expliquer à notre partenaire pourquoi on est stressé, pourquoi ça va pas, ni rien, puisqu'il vit aussi en même temps que nous. Il comprend finalement ce qui se passe, ce que je peux ressentir puisque ça a déjà été exprimé, permet aussi de passer à autre chose plus facilement. Le cinquième avantage, et pour moi qui est le plus important, c'est la complémentarité. Dans notre couple qui fonctionnait déjà avant de créer un business ensemble, les profils sont déjà, je l'espère pour vous, un peu complémentaires. Si vous voulez, vous recherchez souvent chez votre partenaire des choses que vous n'avez pas forcément. Le fait d'être déjà complémentaire dans une relation, c'est plus facile aussi de créer quelque chose de complémentaire dans un business. Ça forme vraiment une belle complémentarité et en fait, on peut avancer plus facilement ensemble. Après vous avoir parlé d'entreprendre en duo, maintenant je vais pas vous parler d'une problématique, je veux dire, chez les entrepreneurs. De manière générale, c'est la solitude de l'entrepreneur. Parce que nous, voilà, on a de la chance d'être à deux, de pouvoir parler d'entrepreneuriat ensemble. Ça fait partie aussi des inconvénients, c'est de parler justement d'entrepreneuriat quand on est en couple. Ça a ses avantages parce que ça nous permet aussi de ne pas se sentir seul en tant qu'entrepreneur. On a accompagné beaucoup d'entrepreneuses qui se sentent seules et qui n'ont personne à qui parler des problématiques qu'on rencontre en tant qu'entrepreneuse, c'est-à-dire de toutes sortes de choses que seul quelqu'un qui entreprend peut comprendre finalement. Donc ça, c'est vrai que quand on se lance, on en parle très peu. On nous parle très peu de cette solitude qu'on peut ressentir à un moment donné dans l'entrepreneuriat et pourtant, c'est quelque chose qu'on ressent toutes et tous. Et donc, en fait, c'est pas la solitude d'être seul dans un bureau ou quoi que ce soit, c'est plutôt d'avoir cette sensation de c'est plus une sensation de solitude. On n'est pas seul en règle générale, hein. Là je parle de moi et Marine, mais en tout cas on n'est pas seul, on a des amis, on a une famille qui est quand même présente, pas loin de chez nous, etc. Seul dans le sens, on pense à plein de choses tout le temps, des projets, des chiffres, des décisions, des doutes, des problèmes qu'on rencontre. En fait, personne autour de nous ne peut vraiment nous comprendre ni en parler avec nous et nous aider un peu par rapport à ça. Et encore, nous, c'est vrai qu'on a entre guillemets de la chance parce que le papa de Marine est coach business. Il habite à Bordeaux en fait. Donc c'est vrai que pour nous lancer, il nous a un peu aidé à trouver notre why, à nous poser les bonnes questions d'une manière globale. Donc c'est vrai qu'on a eu cette aide-là, ce soutien. Mais c'est vrai que vu qu'il habite à Bordeaux, on peut pas parler tout le temps avec lui de ce sujet-là. En plus, il est coach business des directeurs, des entreprises, etc. À l'échelle plutôt management d'une équipe. Petit problème, je veux dire, d'indépendant début, quand on lance une activité. Il est peut-être plus de là-dedans, mais en tout cas, il nous a aidés à sa manière. Et donc ça, je l'en remercie parce que c'est vrai que ça nous a aidés dans certaines choses. Mais c'est vrai que notre entourage, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses, donc c'est compliqué en fait de parler de la réalité d'entreprendre avec des personnes qui comprennent. Donc, quand tu essaies d'expliquer ton stress un samedi soir parce que tu as oublié ci, t'as pas fait ça et tout ça, tu attends des conseils un peu plus pratiques et concrets. Là, c'est compliqué parce que c'est vrai que les personnes qui nous entourent ne sont pas amenées à vivre des choses comme ça. Ils peuvent parfois nous regarder en mode ce qu'elle est en train de me raconter. Et ça, c'est vrai que c'est le sentiment de solitude qui arrive à ce moment-là et tu te dis, ah bah oui, c'est vrai qu'ils peuvent pas comprendre puisqu'ils n'ont pas vécu. C'est vrai que c'est pas facile. Et après, c'est pas de leur faute, hein, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile de se créer un entourage qui comprend et qui vit les mêmes choses que nous quand on entreprend. Dans tout ça aussi, on a rencontré personnes qui entreprenaient. J'ai une collègue notamment qui a aussi lancé un business avec son mari, avec qui je m'entends très bien. Et c'est vrai qu'avec eux, on a pu parler, se rencontrer, faire des soupers, tout ça, où on parlait des problématiques. Ça, c'était vraiment hyper intéressant et important pour nous, à certains moments du business, de pouvoir en parler simplement avec d'autres entrepreneurs, en couple en plus, qui comprenaient encore mieux ce qu'on vivait. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et en fait, par rapport à notre entourage, c'est un peu comme si on avait comme une double vie. Parce qu'en fait, à certains moments, on peut pas parler des gros stress puisque le business, je vous ai dit, fait partie à 90% de notre vie. On a l'impression aussi que parfois on peut pas parler de ce qu'on vit parce qu'ils ne le comprendront pas et en fait on va être déçus parce qu'ils vont un peu pas nous remballer mais genre
peut-être pas avoir la bonne réaction au bon moment ou ce qu'on attendait comme réponse ou des choses comme ça. Et donc c'est vrai que ça peut creuser un espèce d'écart avec les autres personnes qui vivent pas ce qu'on vit. Donc du coup, les vraies questions et les vraies peurs, c'est vrai qu'on les porte à deux, nous, puisqu'on entreprend en couple. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on est fort amené à être un peu solitaire finalement. Même dans un duo, que ce soit en couple, où tu dis pas forcément non plus tout ce qui te stresse et toutes les questions auxquelles tu penses. Il faut aussi prendre en compte l'autre, ses pensées aussi, et c'est pas facile de discuter de tout. C'est assez usant. Ce qu'on a appris, c'est vraiment que c'est pas forcément un problème de caractère ou quoi que ce soit, c'est plutôt structurel parce que l'entrepreneuriat isole un peu. On n'est plus amené à vraiment penser comme tout le monde, personnes qui sont principalement employées. Je n'ai rien contre ça puisque j'y suis encore aussi. C'est un mood, c'est une façon de vivre aussi. Moi, je comprends tout à fait les gens qui aiment bien faire leur 8-16 heures et puis basta. Si j'étais comme ça, je préférerais. J'ai l'impression que c'est quand même plus facile à vivre parfois. Et en tant qu'employé, tu t'obliges, tu te forces un peu à subir une hiérarchie, à faire un boulot parfois qui ne t'excite peut-être pas comme tu voudrais ou quoi que ce soit et qui est plutôt pesant qu'autre chose. Qu'un indépendant, dans le cas contraire, vu que je vis les deux choses, je vois vraiment la différence. Qu'un indépendant, c'est plutôt la liberté, tu choisis tes horaires et tout. Ça, c'est les côtés positifs. Mais il y a plein de côtés négatifs. Genre à penser aux cotisations sociales, aux impôts. Sinon, les huissiers viennent à tout moment chez toi. Enfin, c'est des autres problèmes. C'est stressant aussi qu'un employé, on te retient tes impôts, tutti quanti, ton ONSS à la source. Donc toi, on te donne ton net par mois. Au niveau stress et tout ça mental, c'est moins stressant d'être un employé pour ces raisons-là qu'être un indépendant. Donc la solution qu'on a trouvée, chercher des gens qui nous ressemblent. Comme je vous disais, voilà, on a connu un couple qui ont lancé un podcast tout d'abord sur l'argent et la gestion financière, puis après sur l'immobilier en règle générale. Donc c'est Money Mindset, je vous mettrai aussi le lien ici. C'est vrai que du coup, ils étaient en couple comme nous, ils ont entrepris comme nous, et franchement, c'est hyper intéressant de se faire un entourage. Je dis pas tout le monde, parce qu'on s'entend très bien avec des personnes qui sont employées. C'est une histoire plutôt de vécu, et ça fait du bien de parler des choses sur lesquelles on se sent plus aligné et des questions qu'on se pose des deux côtés. Et l'idée, c'est de ne pas porter seul toutes ces questions et s'isoler, en fait, comme il y en a beaucoup qui le font. Donc, dans tout ça, en novembre 2025, Marine et moi, en fait, on a décidé de prendre un employé. Tout d'abord en CDD de 3 mois, contrat à durée déterminée. On essayait un peu, déjà, voilà, s'ils répondaient à nos attentes et si nous, en tant qu'entreprise, on pouvait se permettre de payer les charges, le salaire et toutes les choses qui vont avec. Donc, ça a été aussi une sacrée expérience de recruter quelqu'un, un employé. Donc, il faut savoir qu'en Belgique, la durée maximale des CDD avant requalification en CDI, donc en contrat à durée indéterminée, c'est en général 2 ans, avec 4 CDD successifs chez le même employeur. Donc ce que peu de gens anticipent, nous aussi, comme ça on en a fait l'expérience, parce qu'en fait l'entrepreneuriat c'est que des essais à erreur, c'est des essais. On va résumer ça comme ça. Là on a fait l'essai d'employé. En fait ce qu'on a du mal aussi à anticiper c'est tout ce qui est les cotisations patronales qui représentent entre 25 et 30% du salaire brut en plus. Nous on l'avait pris à mi-temps, donc ça veut dire qu'il travaillait chez nous 19 heures par semaine, dont 16 heures ici, donc nous nos bureaux seront chez nous, et 3 heures en télétravail. Il y a aussi des documents qui sont obligatoires à fournir, donc une dimona, c'est pour dire voilà, il va travailler de telle date à telle date, qui a rentré à l'ONSS avant le premier jour du travail. Il y a tout ce qui est évidemment assurance, chèque repas, payer tout ce qui est vacances, congés, etc. On a payé aussi donc tout ce qui est trajet, maison, lieu de travail. Donc ça, il faut aussi intervenir. C'est à peu près tout, mais en gros, avec tout ce qui est juridique, parce qu'il faut faire un règlement de travail, il faut faire le contrat de travail. Donc nous, on avait pris le service juridique du CM pour nous aider pour ça. En tout et pour tout, je pense que pour 3 mois, il faut compter à peu près entre 8 et 10 000 euros. Pour un salaire net, je pense il recevait 1 200 euros net plus ou moins par mois. On paye plus ou moins 2 tiers en plus. En fait, employer quelqu'un, ça c'est vraiment un coût. Négliger ça, même si sur notre premier employé, on avait une réduction au niveau des charges ONSS, donc j'imagine même pas quand tu dois tout payer. Et ce que ça nous a appris, parce que finalement on n'a pas renouvelé le contrat, on a pris aussi des autres choix stratégiques. On a pris quelqu'un parce qu'on s'est dit ok, on va grandir, prendre plus de clients, plus de volume. Ce qu'on s'est dit après, c'est que au vu des charges qu'on devait donner et de ce que ça nous rapportait réellement, on s'est posé et on a fait un autre choix stratégique qui a été de finalement augmenter les prix et réduire le nombre de prestations. Parce que sachant que moi je suis toujours en 4/5e et Marine en mi-temps, plus
son activité d'influenceuse. Donc à un moment donné, on n'a que 24 heures dans une journée et ça devenait fort compliqué de vouloir se développer en termes de volume de vente et de prestations et en même temps gérer l'employé et ci et ça en ayant toujours un pied dans le salariat en fait. C'est vraiment très compliqué. On a décidé de ne pas renouveler le contrat, pas parce que la personne ne convenait pas du tout. Il y avait des petits points améliorés, des petits points qui étaient super comme chaque personne, je pense. C'était pas par rapport à lui qu'on a pris cette décision, mais plutôt par rapport au niveau stratégique et économique surtout, parce que ça coûte un bras. Ça coûte un bras d'engager en Belgique, c'est compliqué. Et je ne pense qu'on ne m'y aura plus. Moi, je ferai le choix de travailler avec des freelances avec qui vraiment on a un contrat ensemble. Moi, j'aime mieux cette relation freelance avec quelqu'un dans le sens où tu travailles pas, t'es pas payé. Et il n'y a pas de saisie, donc ça c'est la médecine du travail à payer, il n'y a pas de congé payé, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien, tout ça en fait. Donc ça fait moins peur et je trouve qu'on fournit un autre travail aussi quand on est freelance que quand on est employé. Et ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso c'est ce que je pense. On ne m'y aura plus, en tout cas pas pour le moment, de réengager quelqu'un, une personne en tout cas, chez nous en interne. Du networking en Wallonie. Où est-ce qu'il faut aller? Est-ce que nous on en a fait? Comment est-ce qu'on a commencé l'entrepreneuriat? Donc on s'est d'abord posé la question, voilà, il y avait un besoin, nous on avait des compétences à vendre et on voulait faire quelque chose, un projet commun. Et on a débuté par une formation à l'IFA PME, les centres de formation pour adultes, où on a fait une formation qui a duré 6 mois sur je monte ma boîte. Concrètement, on a suivi des cours 2 fois par semaine pendant 6 mois. L'objectif c'était d'avoir tous les outils et toutes les connaissances de base pour pouvoir lancer et bien faire fonctionner sa boîte. Donc on avait des cours de compta, d'expression, de communication, tout le volet je lance ma boîte, qu'est-ce qu'il faut payer, donc les cotisations sociales, impôts, enfin tout ce qu'il y a à penser quand on lance une boîte finalement. Ça c'était un bon point de départ. On a rencontré des gens aussi qui se formaient pour lancer leur projet. C'est un peu pas un incubateur, mais c'était une petite formation pour pouvoir se lancer et savoir où on va. On n'a pas forcément gardé contact avec beaucoup de personnes. Par contre, ce qu'on a trouvé de chouette à l'IFA PME, c'est que les cours sont donnés par de vrais indépendants, des gens de terrain, qui ont eu de l'expérience, du terrain et qui peuvent expliquer et faire des retours concrets. Donc ça, on a trouvé ça hyper intéressant. Ça donnait des bonnes bases pour se dire, ok, on est bon, on peut se lancer, on a tout ce qu'il faut en main. On a un peu networké, je vais dire, via l'IFA PME aussi. On joue un petit groupe par la suite. Ensuite, on doit s'affilier à une caisse d'assurance sociale et passer par un secrétariat social pour s'inscrire en tant qu'indépendant. Nous, on a choisi UCM. Il faut savoir que chez UCM, on peut donc s'affilier à cette caisse d'assurance sociale, donc pour payer ses cotisations sociales, qui sont un peu la sécurité sociale, santé, si vous voulez, des indépendants. À savoir que quand on est indépendant complémentaire, on la paye, mais on ne peut pas en bénéficier puisque c'est notre employeur qui continue à cotiser pour nous. Mais par contre, les indépendants à titre principal, donc ceux qui ont leur activité et qui ne font que ça, eux, c'est comme leur caisse de santé. Nous, on a choisi UCM parce que on connaissait UCM, quelqu'un qui faisait la formation avec nous était chez UCM, enfin bref. Et puis après, vous donnez, ça c'est en fonction de votre revenu et votre chiffre d'affaires que vous payez vos cotisations au début. Vous avez certaines tranches. Une fois que vous dépassez un certain montant de chiffre d'affaires, vous devez payer 20,5% de vos revenus, la caisse d'assurance sociale et ensuite les impôts. Et UCM, eux, ont leur groupe de networking. Et pour les femmes, il existe le réseau Diane. Ça, Marine avait déjà été faire une formation pour elle. Ça, c'est vraiment un groupement d'entrepreneuses de Wallonie. Donc voilà, vous avez le réseau Diane, donc, qui est le réseau d'affaires féminin, qui est rattaché à l'UCM. On a aussi à Arlon et au Luxembourgville et je pense un peu partout en Wallonie, le BNI à Arlon, Marche, Bastogne et Libramont. Et au Luxembourgville, ça fonctionne un peu à l'américaine, j'ai l'impression. C'est un peu, donc tu rentres là-dedans, tu payes une cotisation qui est quand même élevée. 1400 balles. On m'a parlé de 1400 balles par an, donc pour moi c'était quand même élevé. Après, je connais 2-3 personnes qui y sont et il paraît que ça fonctionne assez bien. C'est un peu du marketing de recommandation, si vous voulez, vous présentez votre projet et les gens qui sont au BNI sont plus susceptibles de travailler avec vous. Le BNI, en fait, moi ce qu'on a eu l'impression avec Marine, et c'est vrai que nous on a affilié à aucun groupe de networking. Donc oui, voilà, hein, le réseau Diane, il y a 4200 entrepreneuses en Wallonie, donc c'est en Wallonie et Bruxelles. C'est pas mal ça parce que c'est vraiment concentré sur l'entrepreneuriat féminin. Marine, donc comme je vous le disais, a déjà donné une formation et il paraît que c'était génial et que les femmes qui sont, et même les organisatrices et celles qui gèrent le groupement, c'était super chouette. Le BNI, c'est un peu plus en mode américain, c'est vraiment de la recommandation. Les gens qui y sont travaillent plus entre eux. En fait, c'est un peu, on m'a expliqué un peu comme des speeches où vous venez présenter votre société. Voilà, on présente de manière
assez carré ce qu'on fait, et puis il y a des gens qui t'appellent parce qu'ils ont besoin de toi. Faut savoir que les BNI, souvent ils travaillent avec des entreprises qui sont dans le BNI, ça marche comme ça. Faut savoir que le BNI c'est un réseau mondial, par contre, pas comme l'UCM qui est sur la Wallonie et Bruxelles. Apparemment il y a 330 000 membres dans le BNI, dans la francophonie, donc ça se situe en France, en Belgique, au Luxembourg. On n'a jamais trop testé ça, on aurait peut-être dû pour faire des connaissances aussi, mais en fait on avait déjà tellement de choses à gérer et de temps qui était occupé, enfin des fois 24 heures ne suffisaient pas dans une journée, qu'on s'est dit si on se met encore, je veux dire, ça sur le dos, on a peur que ça fasse trop, et c'était déjà trop. C'est même pas par manque d'intérêt ou quoi qu'on n'a jamais été dans un groupe de networking vraiment affilié. C'est plutôt par rapport au temps que ça demandait d'implication. Quand on fait un truc, on n'aime pas non plus le faire à moitié, donc c'était plus dans ce sens-là. Donc près de chez nous, on a aussi ACT, l'ancien CCILB, province de Luxembourg. Ça, c'est un des acteurs, je vais dire, économiques les plus importants en termes de groupement par ici. Ils proposent des clubs de membres, des after-work, des visites d'entreprise et des soirées de networking. C'est plutôt global. Ils t'aident à créer ton entreprise, ils font des formations aussi pour les entreprises, parce que j'en ai suivi une via même ID. Là, ils vous proposent plusieurs formations avec des thématiques intéressantes. Ils vous conseillent aussi sur comment développer votre entreprise et aussi comment, par exemple, revendre votre entreprise, enfin, des choses concrètes. Donc ici, je regarde sur leur site et puis ils organisent des cocktails, des galas, des garden parties, des golfs, enfin, des activités entre entrepreneurs. Petit bémol, et pourquoi on n'a même jamais approché, en fait, la CCILB, on a l'impression, c'est peut-être qu'une impression, hein, dites-moi si vous pensez autre chose, ça m'intéresse dans les commentaires, c'est que c'était en fait des entreprises clairement installées, des grosses entreprises de la région. On a eu l'impression aussi que c'était un club plutôt de personnes plus âgées, plus matures, 45 ans et plus. Nous, au moment où on s'est lancé, c'était pas trop notre cible. On voulait vraiment aider les petits indépendants. On s'est vite rendu compte que aider les petits indépendants veut dire pas beaucoup de budget, pas forcément des gens qui cherchaient nos services, parce que nous, après requalification, nos services d'accompagnement digitaux, il faut au moins, donc notre public cible, c'est quelqu'un qui fait au moins 10K de chiffre d'affaires par mois, donc qui peut se permettre de mettre un budget pour la communication, et pas des personnes qui commencent à lancer un business. Ces personnes-là vont plutôt acheter par exemple une formation. C'est avec l'expérience et avec le tri qu'on a fait un peu dans notre public cible, dans la requalification, pas le tri, qu'on s'est rendu compte, ah bah oui, pourquoi pas, et à la CCILB. Mais pareil, on n'avait pas trop le temps, mais c'est vrai qu'on s'est dit, c'est peut-être pas notre public cible au début, et peut-être qu'on a fait une erreur. Mais en tout cas, on n'a même jamais approché en fait ce groupe, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. J'avais une amie qui travaillait en tant que conseillère en environnement, parce qu'ils font aussi les permis d'environnement pour les entreprises, qui m'a dit que c'était pas si mal, et franchement ils faisaient des visites d'entreprise et tout, et c'est vrai que ça m'aurait quand même intéressé. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais tenté l'expérience avec eux non plus. C'est aussi un groupe d'entrepreneurs de la région qui existe. Faut savoir qu'en province de Luxembourg, surtout en fait en Gaume, parce que nous on est en Gaume, ça se fait aussi beaucoup au bouche à oreille. À un moment donné, une partenaire avec qui on travaillait pour tout ce qui est réalisation d'identité visuelle nous a invités en fait à la création d'un nouveau réseau en fait d'entrepreneurs au niveau de la Gaume, vraiment au sud de la province de Luxembourg, qui s'appelle Réseauia. C'est vraiment tous les petites entreprises, les TPE, les très petites entreprises, peut-être 1 à 5 personnes qui bossent dedans, ou les PME et encore, qui se regroupaient. Plutôt les solopreneurs même, en fait, j'ai l'impression. On nous a même demandé de participer activement à ça, à la création. C'était aussi à un moment donné, quand on s'est dit, on commençait aussi. Et quand on voyait la charge de boulot qu'il y avait à faire dans notre propre entreprise, on s'est dit, ça va nous bouffer du temps, et en fait, on est déjà fort occupé dans notre business. C'était vraiment le temps, le facteur limitant dans tout ça. Voilà, c'est un réseau de solo-entrepreneurs, donc même pas de PME. L'objectif était super, enfin il est super parce que ce groupement existe toujours. D'ailleurs, si tu es intéressé à le rejoindre, je t'invite à aller voir Réseauia, c'est Resoya. C'est des super personnes qui sont dedans. En plus, on avait quand même déjà participé à 2 soirées, je pense, d'échanges. Vraiment des chouettes personnes. L'idée d'offrir un groupe d'entraide pour les gens qui entreprennent seuls. Top, en fait, j'adore. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû participer plus. Et l'idée, c'était de poser des questions, de s'inspirer des autres, de ce que les autres font aussi. Et franchement, c'est top, et c'était super personne. Donc je vous conseille d'y aller si vous rechercher un réseau de solopreneurs. Et voilà un peu les différents réseaux qui sont dispo. On n'a jamais trop pris le temps de participer, je veux dire, activement à un d'entre eux, mais c'est vrai que ça peut être une bonne solution pour justement échanger et sortir de cette solitude de l'entrepreneur qu'on peut connaître parfois quand on lance un business. Aussi, ce qui me tenait à cœur, c'était de vous parler des livres que j'ai lus, que ce soit des livres de business ou de mindset, donc de développement personnel, et plus spécifiquement aussi, du coup, moi, tous les livres un peu pour
pour les personnes à haut potentiel. Ici, je vous ai fait une liste de 11 livres que j'ai pu lire et qui m'ont aidé à débloquer certaines pensées, certains modes de pensée, qui m'ont aidé en tout cas dans mon parcours entrepreneurial. D'ailleurs, j'ai pas fini. Moi, j'adore avoir une bibliothèque surremplie, même si je ne lis pas tout. Je sais pas, c'est psychologique. Mais j'en ai lu 11 et je vais vous faire un bref résumé de chaque livre et pourquoi vous devriez les lire. Et ce que chacun de ces livres va t'apporter dans ta vision entrepreneuriale ou ton mindset. Donc, j'ai envie de diviser cette partie en 2 parties. Donc, vraiment les livres plutôt axés business, ceux qui vont t'apprendre à construire, et les livres de développement personnel, ceux qui t'apprennent à te connaître toi en tant qu'entrepreneur. Pour moi, la deuxième partie, donc tout ce qui est développement personnel, c'est vraiment les fondations. Si tu ne te connais pas en tant qu'entrepreneur, tu vas pouvoir créer un business, je vais dire, qui te ressemble ou qui aura du sens pour toi. J'en parlerai en deuxième lieu, mais pour moi, c'est la base. C'est vraiment la base. Donc, en tout premier, j'ai choisi de lire un livre bien connu du monde entrepreneurial. Je ne le présente plus, mais c'est L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Donc, ce livre, il vous explique que la société t'apprend à consommer. Qu'on soit de petit à l'école, à quoi que ce soit, on nous apprend qu'il faut se rendre en magasin, il faut acheter des choses. En fait, la consommation, telle qu'on la connaît. Ce livre, finalement, nous apprend à produire, à prendre ce contre-pied de se dire, on n'est pas qu'un consommateur, en fait, on peut devenir un producteur et créer des choses et les vendre. Il explique que c'est pas vraiment le même jeu. L'autoroute, pourquoi? Parce qu'il explique qu'il y a 2 voies. La voie lente, qui est donc de travailler toute sa vie pour économiser, donc en gros, ce qu'on nous apprend, pour ma part, ce qu'on m'a appris dès le début de ma vie, c'est l'autoroute. Ça, c'est créer des systèmes qui génèrent de la valeur pour toi. C'est un peu les investissements et tout ça. Que l'objectif, ce n'est pas de devenir riche à 65 ans en épargnant, c'est de créer ta richesse et nous aider à construire quelque chose qui travaille à notre place. Ce livre, il m'a vraiment fait réaliser que j'ai été éduquée à être une excellente consommatrice de base. Personne n'a vraiment créé d'entreprise. Chez moi, on m'a jamais parlé d'investissement, de devenir indépendant. Ma maman a lancé, elle, un groupement d'infirmières indépendantes et donc elle est indépendante aussi, mais pas avec ce mindset un peu entrepreneur, investisseur. J'ai remarqué qu'on m'avait appris à être une bonne consommatrice, mais pas une productrice. J'ai compris avec ce livre que ces 2 différents mindsets te permettent d'arriver à des objectifs complètement différents et de créer une vie différente. C'est vrai qu'il est intéressant pour ça. Deuxième livre, c'est donc Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, hyper intéressant parce qu'il explique, Robert, dans son livre, la différence entre un actif et un passif. Donc en gros, un actif qui travaille pour toi et qui met de l'argent dans ta poche et un passif qui en sort. Dans ce livre, il explique vraiment que l'école t'apprend à travailler pour de l'argent, mais que l'éducation financière et le fait de comprendre comment fonctionne l'argent dans la société, parce que l'argent c'est un outil, il nous apprend à faire travailler l'argent pour nous. C'est un peu le même mood que l'autoroute du millionnaire. Il explique quelque chose d'intéressant, c'est que notre salaire qu'on reçoit dans le salariat ne nous rendra jamais riches, mais que ce qu'on fait avec notre salaire peut nous rendre riches. C'est ce livre-là qui m'a donné un peu le vocabulaire pour comprendre comment certaines personnes qui gagnaient moins que d'autres étaient plus libres financièrement. Il m'a fait comprendre que la liberté financière, c'est une question de structure, justement, de où on place notre argent et dans quoi. Que ce soit dans de l'immobilier, j'ai fait des investissements crypto aussi, je fais des investissements dans les ETF, donc dans la bourse. Je suis très intéressée par ça, ce qui m'a fait m'intéresser à la géopolitique aussi. C'est pour ça que maintenant, je suis vraiment les actus et j'essaye vraiment de comprendre comment fonctionne finalement le monde, parce que là, on est en avril 2026, on a vu qu'il y avait une grosse augmentation, par exemple, du prix du baril du pétrole, une augmentation à la pompe. En fait, les gens, parfois, ne comprennent même pas pourquoi. On va leur dire, oui, mais c'est la guerre qui a lieu en ce moment en Iran. Mais les gens, ils vont pas se dire, ok, et pourquoi? Quelle influence ça a finalement sur le prix du baril? Quand on s'intéresse à la géopolitique, on voit dans quoi est-ce qu'il est intéressant et comment est-ce que ça fait fluctuer les valeurs en bourse, etc. La valeur des ETF, des actions, des obligations, etc. Donc ça, c'est hyper important. Depuis que j'ai lu ce livre-là, donc Père riche, Père pauvre, je me suis de plus en plus intéressée à tout ce qui est investissement dans les actifs, principalement. Je ne suis pas une pro, donc je ne saurais pas vous faire des conseils financiers là-dessus. C'est vraiment au fur et à mesure de m'intéresser à la géopolitique, à comment fonctionne l'argent et les investissements, que voilà, j'ai choisi certains ETF, j'ai choisi certaines cryptos. Touchons du bois, jusqu'à maintenant, ça va. Je n'ai jamais perdu non plus beaucoup d'argent là-dedans. J'en ai même gagné plutôt, donc je suis assez contente. Un des 3e livres que j'ai lu qui m'a beaucoup intéressée aussi, c'est The One Thing, Passer à l'essentiel
s'appelle de Gary Keller et Jay Papasan, ce livre-ci. La question qui change tout, quelle est la seule chose que je peux faire, telle que si je la fais, tout le reste devient plus facile, voire inutile. En gros, c'est quelle chose faire qui va avoir des impacts et des répercussions assez élevés pour dire annuler certaines actions à faire. Ça fait comprendre que le multitâche est un mythe, que c'est pas bien d'avoir le cerveau concentré sur plusieurs tâches et que la concentration extrême sur une seule priorité aide vraiment à créer des résultats extraordinaires. Il parle aussi, c'est un peu l'effet domino, c'est le fait de pousser le premier domino, donc d'activer la chose qui est extrêmement importante, qui va faire que le reste se réalise sans devoir mettre plus d'énergie que ça. Ce que j'ai pensé de ce livre, c'est qu'on nous apprend en fait, même dans le salariat et tout, et dans la vie en général, à devoir jongler avec plusieurs choses, avec plein de tâches tout le temps, quotidiennes. Les gens qui construisent des choses exceptionnelles ne se concentrent que sur parfois 2-3 tâches sur la journée. Ils font en réalité qu'une seule chose, mais ils le font très bien. Et donc ça annule le fait de devoir faire d'autres choses. Ensuite, le 4e livre que j'ai lu, donc toujours dans les livres business, c'est La psychologie du consommateur de Nicolas Guéguen. Je ne sais pas si je dis bien les noms, mais bref, vous me pardonnerez. Ce livre t'aide à comprendre tous les effets psychologiques qui agissent sur le fait d'acheter. Ça nous explique comment est-ce qu'on nous influence, parce que évidemment dans tout ce qui est achat, psychologie du consommateur et tout, ça fait l'objet d'études, hein, donc c'est qu'il y a vraiment des données là-dessus, qu'il y a eu des expériences. Les expériences qui ont été réalisées et les résultats surtout pour comprendre en fait comment ça fonctionne au niveau de notre psychologie et de comment est-ce qu'on passe à l'achat. Ce livre, il va venir décortiquer les mécanismes inconscients qui dictent nos décisions d'achat. C'est hyper intéressant évidemment quand vous vendez quelque chose. Que ce soit la mise en avant, les couleurs, les musiques, les mots qui sont utilisés pour vendre, tout ça nous influence sans qu'on s'en rende compte. Je trouvais ce livre intéressant parce que finalement, comprendre la psychologie d'un consommateur, c'est comprendre comment construire une offre qui résonne vraiment. Donc pour moi, c'est essentiel quand on vend des produits ou des services, ne serait-ce que pour savoir au moins et avoir une idée de comment ça fonctionne chez les consommateurs. Parce qu'ils nous montrent exactement comment nos décisions d'achat sont influencées, avant même qu'on s'en rende. Le 5e livre business que j'ai lu aussi, qui est hyper intéressant, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Donc ici, c'est comprendre et maîtriser de nouveau les mécanismes de persuasion. Donc c'est un peu dans le même thème que la psychologie du consommateur, dont je vous ai parlé avant. Il nous explique qu'il existe 6 principes d'influence universelle: la réciprocité, l'engagement, la preuve sociale, l'autorité, la sympathie et la rareté. Ces 6 principes fonctionnent sur tout le monde, en tout temps et en toutes circonstances. Une fois qu'on les connaît, finalement, on les voit partout. La réciprocité, par exemple, c'est un peu comme quand quelqu'un vous donne quelque chose, puis ensuite il vous le demande quelque chose. Donc nous, c'est clairement, voilà, on vous donne, j'en sais rien moi, un échantillon de parfum, on se sent un peu redevable. J'en achèterai un la prochaine fois. Le fait qu'on nous ait donné, c'est un peu de la réciprocité, c'est qu'on va vouloir rendre l'appareil en gros. Donc ça, c'est un des 6 principes et vous allez voir que si vous lisez ce livre-là, vous les verrez partout. Aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que comprendre l'influence et aussi savoir s'en protéger. Donc, puisque ça se fait dans toutes sortes de circonstances, c'est jamais perdu. Croyez-moi. Donc après ce livre-là, je ne regardais plus la publicité telle qu'elle était. Vraiment, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je décortique les principes et choses, comment on nous les vend et tout ça. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir qu'à chaque fois, ça revient, ces mécanismes-là. Surtout dans le marketing, dans les négociations et dans tout ce qui est vie quotidienne. Vous ne serez pas déçus si vous lisez ce livre. Ensuite, ça, on ne le présente plus non plus et beaucoup d'entrepreneurs nous le présentent comme étant un livre révolutionnaire. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. La couverture nous met directement dans le mood. En gros, c'est travailler moins, gagner plus et vivre mieux. A priori, c'est ce qu'on aimerait tous. S'il y avait une recette miracle, donnez-la moi, s'il vous plaît. L'idée centrale au niveau de ce livre-là, c'est vraiment il est important d'automatiser, déléguer et éliminer les tâches qui ne servent à rien. C'est de mon principe, clairement, c'est ce qu'il faut faire quand on entreprend et même dans la vie quotidienne pour pas se sentir surchargé, se concentrer sur ce qui génère vraiment de la valeur. On vous parle aussi un peu de la loi de Pareto, loi 80-20, donc faites 20% des actions et vous récolterez 80% des résultats. En gros, il explique qu'appliquer la loi de Pareto est vraiment essentiel si on veut se préserver, si vous voulez, d'actions qui ne sont pas essentielles justement. Donc ce livre, je vais être honnête avec toi. La semaine de 4 heures, cette promesse est un peu, selon moi, un mensonge confortable parce que travailler 4 heures par semaine pour avoir 80% des résultats, on aimerait tous bien faire ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment possible. On peut demander à des entrepreneurs, peut-être ici, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires comment vous faites, comment vous gérez votre temps. Moi, en tout cas, on n'a pas su le mettre en place encore en 2 ans. Pourtant, on aimerait bien. L'idée de fond est excellente.
pour moi. Mais la promesse des 4 heures par semaine, au démarrage en tout cas, ou même nous après 2 ans, peut-être on s'y prend mal, hein, j'en sais rien, mais dites-moi en commentaire pour savoir. C'est pas du tout la réalité selon moi. Franchement, ça m'intéresserait de savoir comment vous faites et vous gérez votre temps et votre business. Peut-être que vous savez faire cette loi de Pareto du 80-20. Moi, j'ai l'impression que ce principe de 4 heures par semaine, ça s'applique à des business qui sont déjà créés, qui sont déjà un bon roulement. Qu'au début, il faut quand même canarder, quoi. C'est pas le choix. Parce que quand tu démarres, faut plutôt compter entre 40 et 60 heures semaine minimum. Parce que moi, déjà, j'avais mon 4/5e, donc un 32 heures semaine, plus, en fait, moi, je parle même plus en 5 jours de semaine, je parle en 7. Je disais que je travaillais 4 septièmes à mon boulot d'employé et 3 septièmes qui sont dédiés à mon boulot d'entrepreneuse. Si vous avez le secret, n'hésitez pas à me le partager. Je pense que, voilà, la liberté se mérite avant de vouloir déjà déléguer. Parce qu'il faut trouver des bonnes personnes, faut trouver quoi déléguer, quoi automatiser, pas non plus hyper facile. Et je pense quand même qu'effectivement, si un business roule et qu'on automatise certaines tâches rébarbatives, que ce soit avec l'IA ou avec des gens, il y aurait peut-être moyen. Je l'espère. Le 7e livre que j'ai lu, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Donc ça, franchement, c'est plutôt mindset ici. Il explique que le point de départ de tout, c'est un désir brûlant, précis et non négociable de ce qu'on veut lancer en termes de société ou de business, quoi. Il parle aussi de la puissance de l'intention et de l'autosuggestion qu'effectivement, quand on pense quelque chose, à un moment donné, ça va se réaliser. En fait, on va mettre en place toutes des actions pour réaliser ce qu'on veut. En gros, c'est programmer son cerveau vers un objectif défini. C'est pour ça qu'il est hyper important de définir des objectifs dans des business, que ce soit déjà pour avoir une vision et en plus bâtir des actions, donc une stratégie vers laquelle on va pouvoir finaliser un objectif, parce que l'objectif d'un objectif, c'est de le finaliser à un moment donné. Aussi, il parle du concept de mastermind. Donc en gros, c'est s'entourer de personnes dont l'intelligence collective nous dépasse. C'est un peu le principe de networking, hein, finalement. C'est de créer un réseau, cerveau si vous voulez, qui réfléchit dans notre sens, vers nos objectifs. Et parce qu'il dit que, effectivement, et ça je le rejoins, que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui vont penser d'une manière que vous ne pensez pas. Et c'est toujours intéressant de se remettre en question pour avancer vers des choses et accomplir certaines choses peut-être que seul on ne saurait pas réaliser. Il faut savoir que ce livre a été rédigé en 1937, mais j'ai l'impression que effectivement les principes sont encore à l'ère du temps. Ce qu'il dit sur le désir, la foi en ce qu'on construit, sur l'importance de s'entourer, moi je trouve que c'est intemporel, c'est des idées effectivement qui sont et qui seront toujours à l'heure du jour, je pense. Le 8e livre, c'est Un rien peut tout changer, donc Atomic Habits en anglais, de James Clear. Ici en gros il va nous expliquer que les micro-actions peuvent avoir un méga impact. Vous verrez que les livres business c'est un peu toujours orienté la même chose. En fait, ça allait à l'essentiel pour faire des choses importantes, en gros. Et ici, en gros, c'est une méthode qui bouscule nos habitudes, la manière dont créer de nouvelles habitudes. Il dit qu'en faisant 1% de mieux par jour, l'effet cumulé sur un an est spectaculaire. Donc en gros, qu'on change un petit truc par jour, on va avoir des résultats qui seront décuplés au bout d'un an même déjà. L'idée en fait, c'est pas de se fixer un seul et même objectif, c'est de construire un système dont les objectifs nous amènent aux résultats. Et le système nous y maintient parce que effectivement, quand on crée de nouvelles habitudes, si vous voulez, on va créer de nouvelles choses, de nouveaux systèmes, lesquels vont nous permettre d'atteindre et de produire un résultat, le résultat escompté finalement. L'idée c'est d'avoir une identité avant les actions. Le but c'est pas de devenir quelqu'un qui a de bonnes habitudes, en soi ça n'apporte pas grand chose. C'est de devenir quelqu'un dont les habitudes sont une expression naturelle si vous voulez. Donc en gros c'est un peu se réinventer. Celui-là par contre de livre je le recommande à tout le monde, qu'on soit entrepreneur ou pas. Pour moi c'est hyper important pour devenir et faire des choses, plus de choses, parce que il parle comment on change vraiment qui nous sommes. Et créer une entreprise, c'est d'abord changer ses propres habitudes. Effectivement, on n'a pas les meilleures habitudes quand on commence, ou tout simplement, on n'a peut-être pas les meilleures habitudes du monde pour commencer. Ce livre, il donne un peu les outils concrets pour mettre en place de nouvelles choses qui nous permettent d'arriver à des objectifs et du coup de produire un résultat qu'on désire. Ensuite, ici, on arrive un peu sur les livres plus mindset, relative un peu HP, recherche de voix et tout ça, parce que c'est vrai que j'ai eu un moment un peu de down. Je ne
ne savais pas trop quoi faire et dans quoi j'étais douée. Comme je vous ai dit, le fait de pas trop se comprendre, pourquoi je pensais différemment et tout, j'ai été chez une psy qui m'a conseillé pendant nos échanges un livre, Je pense trop, de Christelle Petit-Colin, et en gros c'est comment canaliser le mental envahissant d'un HP. Ça c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que ça parle des personnes dont le cerveau ne s'arrête jamais, comme moi, où on a des pensées en arborescence, donc en fait je vais réfléchir à quelque chose, je vais partir sur autre chose, puis en fait ça va plus s'arrêter jusqu'à temps que je me dise arrête de réfléchir. Ça parle de pensée en arborescence, ça parle d'hypersensibilité, ça parle d'intensité émotionnelle. Je me suis vraiment reconnue dans ce livre. Il nous fait un peu déculpabiliser, ce livre aussi, en tant que personne comme ça. Il dit que, et effectivement, que ce n'est pas un défaut, c'est un mode de fonctionnement différent qui a ses forces et ses exigences. Ça m'a permis de comprendre comment mon cerveau fonctionnait. Donc en gros, ça m'a permis d'arrêter de me battre contre mon naturel, d'arrêter de me battre contre qui je suis et de me comprendre mieux. Donc ça, c'était vraiment super bien, pour moi en tous les cas. Pour la première fois, je lisais un livre qui parlait de moi. Genre, je me suis reconnue dans tout. Ça fait un grand bien parce qu'on se dit, ok, je suis pas si bizarre que ça finalement. Enfin, il y a plein de gens aussi comme ça et qui ressentent les choses fort. Et du coup, ça fait du bien. Ça nous permet un peu de souffler. Ça, je le conseille vraiment. Si vous vous posez beaucoup de questions, que vous êtes hypersensible, etc., c'est que ce livre est vraiment sympa. J'ai lu aussi un ouvrage de Béatrix Charlier, Réveillez vos talents, comment identifier votre potentiel et trouver enfin votre voie. À un moment donné, ça faisait hyper sens, donc encore maintenant, je suis dedans, je suis en recherche de ma vraie voie. Elle explique que chacun et chacune possède des talents naturels, des choses qu'on fait facilement, intuitivement, sans effort, et qu'en gros, on passe notre vie à travailler ses faiblesses, qu'on va toujours se dire mais oui, mais pourquoi je suis mauvais là-dedans alors je vais le travailler. Mais en fait, on passe pas notre vie à développer nos forces. Cet ouvrage-là, il vous aide à faire ça, à déjà trouver en quoi vous êtes fort et puis après comment le développer. L'idée, c'est d'identifier ses vrais talents. Ça va permettre, c'est vraiment de construire son activité et sa carrière en fonction de ça et pas en fonction de nos faiblesses. Donc ça, c'était hyper important. Ensuite, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Béatrix parce que j'ai aussi pris, donc j'ai acheté son ouvrage pour d'abord préparer et ensuite je l'ai rencontrée pour un rendez-vous, une discussion en fait simplement avec elle. Elle a vraiment une équipe qui découvre les talents, elle, c'est vraiment son business. J'ai fait le test des talents avec elle. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que naturellement en fait on met de côté nos forces pour vraiment travailler nos faiblesses, mais que inconsciemment on connaît nos forces. On est bon dans certaines choses et pas bon dans d'autres, mais en fait on s'en rend pas forcément compte dans le quotidien. Le livre il m'a vraiment aidé dans un moment où je me cherchais vraiment et j'avais zéro réponse, et je pense que c'était un bon ouvrage et la bonne personne à aller voir à ce moment-là. Ça m'a permis de valider quelle intelligence moi j'avais en moi naturellement et qui était facile pour moi. Ça aide à trouver sa voie. Franchement, moi ça m'a aidé. Je vous invite à le lire si vous cherchez, et je sais que même elle aide les enfants aussi, adolescents, etc. à trouver leur voie. C'est une super chouette femme. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec elle et à lire son ouvrage. Dernier livre que je suis en train de lire et que j'ai pas encore fini, c'est vraiment destiné, je vais dire, au HP. Ça c'est Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué, donc de Jeanne Siaude Fachin. C'est destiné au profil d'adultes à haut potentiel intellectuel. Après avoir fait un test chez la neuropsychologue, j'ai un QI de 133. C'est vraiment 2% à peine de la population qui sont comme ça. Comme je vous dis, c'est vraiment pas le fait de se sentir supérieur ou quoi que ce soit, c'est vraiment le fait de se sentir différent sur la manière dont on réfléchit, dont on ressent les choses, que ce soit l'environnement, les personnes, etc. Comment ça se manifeste, comment ça impacte les relations, le travail, l'image de soi. En fait, ce livre permet... J'en suis au 3e chapitre. Ça exprime vraiment la souffrance qui est souvent silencieuse de se sentir trop différent, en décalé, sans pouvoir l'expliquer. Et ça m'aide vraiment à prendre conscience des mécanismes et tout ça que je mets en place. Ça me permet de comprendre mon mode de fonctionnement et pour moi, c'est hyper important, comme je vous dis, de se connaître avant toute chose. Je devais passer par la lecture de ce livre aussi parce que pour moi, ça fait partie des lectures qui me permettent de me connaître beaucoup mieux. Certaines pages, c'est vraiment troublant parce que c'est vraiment moi. C'est comme si moi, j'avais écrit ce que je ressentais. J'ai fait cette démarche-là, valider le fait que j'étais HP, pas pour, comme je vous dis, me sentir supérieur, ça n'a aucun intérêt de ressentir ça ou quoi que ce soit parce que c'est pas le cas. C'était vraiment plutôt pour me donner une réponse de pourquoi je réfléchissais comme ça ou je ressentais les choses comme ça. Je le prends comme une lecture, une clé de lecture qui va me permettre de me comprendre plus moi. C'est super intéressant. C'est un peu pour ça que j'ai aussi envie de faire cette chaîne et de développer mes réseaux sociaux. C'est plutôt aussi pour dire que peu importe comment les personnes sont, comment elles réfléchissent et si elles se sentent différentes ou quoi que ce soit, ou simplement pas, ça se peut aussi. C'est vraiment pour donner des clés, que ce soit sur l'entrepreneuriat et sur soi aussi. Je pense que les deux sont liés plus que ce que l'on croit. Comme je vous dis, moi pour moi la base, c'est ce
se connaître soi-même et puis bâtir quelque chose par la suite, mais pas l'inverse. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si tu es toujours là, c'est que ça t'intéresse quand je parle. C'est déjà un bon point. N'hésite pas à cliquer sur le bouton pour t'abonner, à lâcher un commentaire. Moi, j'adore débattre, j'adore prendre l'avis des autres en considération pour le peu qu'il soit pertinent parce que les commentaires inutiles seront ignorés. Je pense que j'ai pas le temps à perdre pour m'ennuyer avec quelqu'un qui mettrait un commentaire simplement pour casser ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de personnes comme ça dans ma communauté ou dans les gens qui me suivent. Donc tu peux passer ton chemin. Je pense qu'en un peu moins d'une heure, j'ai pu t'expliquer pourquoi je me suis lancée en tant qu'indépendante. Évidemment, je n'ai pas été non plus en profondeur parce que sinon je pense qu'il me faudrait plus d'une heure, vraiment, pour tout expliquer. Après, n'hésite pas à me poser des questions. J'ai été vraiment à l'essentiel et je t'ai dit ce qui m'avait été utile moi en tant qu'entrepreneuse. Mon histoire n'est peut-être pas la tienne, mais en tout cas, les prochaines étapes, moi pour moi, dans quelques semaines, je démissionnerai de mon emploi et je prépare quelque chose en juillet, donc un grand changement de vie. Si ça vous intéresse de suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura aussi donc la construction de mon projet perso que j'aimerais bien suivre et développer aussi en ligne, vous expliquer comment je fais, quoi, pourquoi aussi. C'est hyper intéressant, je pense. Sur cette chaîne, finalement, tu retrouveras des choses sur l'entrepreneuriat en Wallonie, des choses concrètes, mon histoire en temps réel. Je t'emmène avec moi partout. Donc merci d'avoir été avec moi et de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Abonne-toi si tu veux suivre la suite et dis-moi en commentaire quel chapitre t'as le plus parlé. Ciao ciao, à bientôt!